Oui, bonjour à tous. Pour gagner du temps, je pense qu'on va commencer. On est déjà assez nombreux et puis les autres pourront voilà, pourront nous rattraper en cours de route. Voilà, donc l'idée, c'était qu'on puisse parler de nos travaux aujourd'hui de façon à voir dans quelle mesure on pourrait monter un projet de recherche qui serait en adéquation avec nos préoccupations diverses. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est que chacun puisse faire une petite présentation d'une, je dirais, dizaine de minutes maximum sur ses travaux, donc en expliquant sa méthodologie de recherche, voilà, et puis peut-être mettre l'accent aussi sur les recherches actuelles. Euh, Puisqu'on a reçu le PowerPoint de Vincent, je propose que Vincent, tu commences, hein, puisque ton document est déjà prêt. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, ouais. Oui, oui, bien sûr. Oui, d'autant plus que pour ne rien vous cacher, j'attends le médecin. J'ai beaucoup de fièvre et j'attends le médecin. Donc, je risque de partir un peu avant la fin. D'accord. Je suis Voilà. un peu dans la même situation, hein. Mais Ah moi, ouais, je ne ouais. fais pas le médecin. Ça Mais là, ressemble à une grippe. Mais j'ai j'ai du une 39 ce matin. Il y avait beaucoup de gens souffrant à ton colloque Oui, c'est ça. mercredi là. Et voilà, enfin. Tu peux partager, Alain? Ouais. Oui, j'ai envoyé. Toi, tu peux partager maintenant, tu as le Ah droit. pardon. Oui, excuse-moi. Ouais, ouais. Voilà. Je vais être assez concis. J'espère que vous voyez là. Oui, c'est bon. Ça arrive, on attend. Ouais. C'est bon, on voit maintenant. Bon, voilà. Euh, voilà, je serai. Bonjour à toutes et bonjour à tous, hein. Donc, c'est ce qu'on avait suggéré avec Alain et le groupe, était de faire un petit tour de ce que nous faisons. Donc, bon, de manière très classique, hein, j'ai essayé en quelques diapos, j'accélérerai un peu, hein, de vous présenter un petit peu comment on travaille. Je isolant, hein, parce que, bien entendu, je ne suis pas seul, mais comment on travaille les questions numériques dans nos équipes respectives. Donc, pardon. Donc, un premier point, moi, qui me semble être important, c'est que la question du numérique, en fait, nous, essentiellement, nous la traitons à travers la médiation des savoirs. Donc, ça renvoie bien entendu à tout un courant de la production scientifique, que ce soit en France ou en Europe. Ce qui nous intéresse, pour le dire brièvement, c'est finalement, est-ce qu'il y a des nouveaux modes d'organisation et de distribution du savoir, et voir un petit peu finalement l'impact et le rôle que peuvent jouer les dispositifs numériques. Alors, pour traiter ces questions-là, on le décline, vous le voyez à l'écran, à travers essentiellement trois dimensions, trois objets plutôt. D'abord, on s'intéresse beaucoup à la notion d'espace. Alors, on dépasse l'aspect lieuté, hein, c'est-à-dire les lieux de savoir, et on va plutôt chercher les espaces numériques ou les espaces digitaux. On s'est longtemps intéressé dans les espaces scolaires au centre de documentation d'information et tout ce qui était learning center, etc. Et puis plus récemment, je vais y revenir ensuite, donc on travaille davantage maintenant les Fab Labs comme de l'échange et de la production de savoir. La deuxième dimension, c'est plutôt autour des objets qu'on s'intéresse, et donc notamment, vous le voyez, à travers la sphère scolaire, et par extension aussi, on pourrait avoir aussi la sphère universitaire, hein, ce que constituerait donc l'usage critique et raisonné de l'information. Voilà. Alors, on n'est pas forcément que dans l'esprit critique, mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est comment se font les régimes d'autorité autour des cultures, des sources. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que chez des individus qu'on observe, donc, des sources sont évaluées comme étant fiables, pertinentes, utilisables, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'à contrario, donc, d'autres sources ne le sont pas? Et ce qui nous intéresse plus récemment, je vais y revenir après, ce sont les questions notamment
de l'arrivée de la question de la sobriété numérique, notamment dans la sphère scolaire. Je vous rappelle que les derniers textes ont inscrit la question de la sobriété numérique comme étant une des priorités, tout comme d'ailleurs l'esprit critique, notamment face à l'explosion de l'information via le numérique, les plateformes et plus généralement le web. Et puis ensuite, le troisième objet, pour nous, c'est, et je vais y venir, c'est les questions de méthodologie, c'est-à-dire finalement, comment fait-on et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour essayer de capter donc les situations ou les contextes singuliers, ce qu'on appelle les contextes singuliers, où effectivement il y a eu de priorité qui est donnée au numérique. Alors bien entendu, pour nous, 2020 a été une année exceptionnelle avec le confinement. On a répondu à un appel à projet région. Là aussi, je vais en dire quelques mots. Mais ce qui nous intéresse finalement, c'est de choisir des situations assez singulières où il y a toute une activité qui se fait avec et par le numérique à l'occasion donc effectivement d'activités d'apprentissage. Alors les concepts sur lesquels moi je m'appuie particulièrement, alors là je dis plutôt c'est-à-dire ce sont vraiment les concepts clés autour desquels j'essaie de travailler. Donc depuis mon habilitation, ça fait maintenant une dizaine d'années, donc j'avais travaillé sur un modèle qui s'appelait CEPICRI, où j'essayais de voir à la fois donc les théories de l'autonomie, autonomie des savoirs, etc., et la relation permanente qu'entretient quelqu'un dit en autonomie dans son travail autonome avec donc le dégisement proposé par les écosystèmes informationnels. Voilà, et donc j'avais essayé de modéliser au sens les éléments intangibles que j'avais repérés dans diverses situations soumises au numérique. Et donc les quatre concepts, moi, que je mobilise particulièrement, je ne dis pas que la liste est exhaustive et je ne dis pas qu'il n'y a pas, bien entendu, d'autres angles possibles, mais en tout cas, moi, pour moi, ça fait autorité. Les médiations, le courant du making et du sense making, la documentarisation de l'activité, la circulation des savoirs. Alors je vais les décliner très brièvement, je ne vais pas vous lire, bien entendu, le support sera remis au groupe. Moi, ce qui m'intéresse dans les médiations, justement, c'est absolument pas de voir les situations d'apprentissage ordinaire, ou académique. Ce qui m'intéresse, c'est de voir effectivement cet entre-deux à travers des formes médiées, cet entre-deux donc dans les contextes numériques. Alors notamment, ce qui m'intéresse, c'est de voir des pratiques qui ne sont pas déclarées, qui ne sont pas explicites, totalement implicites et qui jouent un rôle d'autorité dans les groupes que l'on observe, notamment des groupes d'adolescents, pour le dire simplement, c'est-à-dire des pratiques qui peuvent paraître intuitives, parfois un petit peu de bricolage, en tout cas qui ne sont pas explicitées et qui pourtant font autorité dans les groupes que l'on observe. Il y a un effet leadership qui est très très important. L'autre point, c'est bien entendu toutes les médiations cachées, c'est-à-dire toutes les formes de médiation qui sont opérées entre les pairs, là aussi qui échappent au monde adulte, si j'ose dire, que ce soit les formateurs, que ce soit des enseignants, etc. Il y a effectivement des modalités de prise d'autorité finalement qui se mettent en œuvre, où entre pairs, donc, il y a soit du partage de travail, soit des régimes là aussi d'autorité qui permettent donc un petit peu de discriminer des ressources par rapport à d'autres ou des modalités de travail. Et puis ensuite, je passe un petit peu, ce qui m'intéresse, dispositifs médiés. Alors, ce que j'appelle dispositifs médiés, ce sont les dispositifs qui s'affichent autour de politiques de médiation. Alors, notamment, je travaille beaucoup avec des musées, par exemple, de culture scientifique et technique. C'est-à-dire, en fait, ce qui m'intéresse, c'est, vous le voyez dans l'approche foucauldienne, c'est-à-dire le fait que derrière les stratégies qui sont énoncées, les politiques numériques qui sont mises en œuvre à l'échelle des musées que j'observe, etc., il y a bien entendu des rapports d'autorité et surtout donc une façon d'envisager donc l'apprentissage. C'est-à-dire ce qui est intéressant toujours pour moi, c'est de voir les tiraillements entre ce que font les développeurs, les gestionnaires des systèmes d'information numérique, et puis ce qu'en font les acteurs dans la réalité et dans leur quotidien. Et bien entendu, ça ne va pas vous étonner, mais je travaille un petit peu à la fois les modes de correspondance qu'il peut y avoir entre d'un côté les développeurs, les médiateurs et de l'autre les acteurs. Et puis de temps en temps, bien entendu, complètement au prévisionnel qu'ont mis en place les médiateurs. Le deuxième concept, comme je l'ai dit rapidement, c'est le making, c'est-à-dire que
je revendique clairement une approche sense-making au sens de Weck de 2005. Notamment, ce sont ces travaux que vous devez connaître qui sont pour moi très très importants, puisque ce que rappelle Weck dans ces études-là, c'est que finalement, un processus d'apprentissage dans les contextes notamment numériques, mais pas seulement, hein, toujours, vous le voyez à l'écran, sur finalement le fait que l'individu va construire une rationalité par rapport au sens qu'il va donner à l'activité qu'il met en œuvre. Alors ça, l'air de rien, ça paraît assez évident de dire ceci, mais l'air de rien, nous, on a un héritage, je suis en sciences infocom, qui a longtemps expliqué les pratiques numériques et les pratiques d'information plus largement autour d'un principe d'hyper-rationalité qui consisterait à dire qu'une pratique d'information, c'est la réponse à une information. On a été pendant 20-30 ans bercé par ce paradigme-là. Et ce que nous montre le safe-making, c'est qu'effectivement, certes, il faut qu'il y ait un besoin d'information, mais il faut surtout aussi que l'individu donne du sens à son expérience et que s'il ne construit pas un sens, quelque chose qui fait sens dans sa pratique, eh bien finalement, même si ça répond à un besoin d'information, il n'investira pas forcément cette question-là. Alors c'est important pour moi le making parce que, bien entendu, on a généralement dans ces approches-là plutôt travaillé avec, on l'a fait par le passé avec des architectes par exemple en éco-construction, on va plutôt travailler avec les acteurs pour essayer de voir où ils situent le sens et l'utilité finalement de ce qu'ils font avec les plateformes numériques, etc. Pour ensuite entrer dans un cycle de développement où le développement qui va être mis en œuvre, y compris par des informaticiens, etc., va tenter toujours de se rapprocher non seulement aux besoins d'information, mais aussi au sens et souhaiterait avoir l'acteur en situation. Donc voilà le deuxième concept utilisé. Un troisième qui est fondamental, c'est celui de documentarisation. C'est-à-dire que là aussi, ça contrecarre un petit peu ce que l'on peut lire dans la presse générale, etc. Vous savez, qui voudrait qu'avec l'émergence du numérique et son explosion en volume, en traitement, etc., il y aurait une forme de disparition des documents, et notamment des documents au sens est intéressant qu'on a démontré, alors c'est très ancien déjà, ça a commencé avec Brigitte Guyot, Evelyne Broudou, et j'en fais partie. Je travaille aussi beaucoup avec le CNAM et Manuel Zaclade, c'est-à-dire que finalement la théorie classique du document, qui est un objet éditorialisé, pensé en amont pour les besoins de l'usager, etc., est fondamentalement secouée, si j'ose dire, ces dernières années. Pourquoi? Parce que dans les plateformes numériques de travail, eh bien finalement, les documents sont de plus en plus plutôt des unités textuelles, visuelles, extrêmement fragmentées. J'ai mis épars, souvent en circulation souterraine. Donc on a une très grande hétérogénéité de contenu qui échappe souvent complètement à nos grilles de lecture conventionnelles de ce que serait un document classique éditorialisé. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à travers ces fragments, etc., il y a une circulation sociale qui est très très forte de ces fragments, qui sont ensuite, dans un deuxième temps, parfois recomposés, réécrits par les usagers eux-mêmes. Et ça devient des documents, là aussi, d'autorité dans le groupe, alors même qu'ils échappent à tout processus d'éditorialisation. Et donc, c'est ce qui fait qu'on mobilise cette théorie dite de la redocumentarisation. Ça m'a valu, moi, par exemple, dans un article commis en 2019, vous le voyez, j'ai mis le titre, je me suis permis de mettre le titre, de très vif débat dans la communauté, puisque certains, donc, dans la tradition de Manuel Souchier, par exemple, Yves Jeanneret, etc., considéraient que le document avait forcément une forme éditoriale et une forme stable, finalement, alors même que nous, on montrait qu'effectivement, la notion de document classique devait être profondément revue au regard donc des théories de l'activité autour de la documentarisation. Et ensuite, donc, dernier Est-ce qu'on peut avancer un concept, petit peu plus vite, ouais, Vincent? ouais, c'est la circulation des savoirs avec, c'est en lien avec notamment ce qu'on a vu la semaine passée avec l'idée de transfert et de transférabilité. Voilà. Donc je finirai là-dessus, c'est-à-dire méthodologie qu'on utilise. Nous, généralement, on est toujours sur des approches croisées de méthodologie. Essentiellement, généralement, on commence souvent par des enquêtes plutôt quantitatives et massives pour tout simplement explorer et donner un ordre d'idée, une sorte de diaporama de la situation, un panorama de la situation,
Puis ensuite, justement, dans cette logique making, on se met plutôt en immersion. Donc, on a une approche très anthropologie de la communication et du travail, pour ensuite, généralement, donc procéder par des entretiens à chaud que l'on fait au cœur de l'activité pour essayer donc de rentrer dans les logiques d'acteurs. Donc voilà, en quelques mots. Alors, je les aborderai pas, hein. J'ai mis ici 4 recherches que je porte actuellement, donc la première, c'est une ANR, donc sur les Fab Labs, où on travaille, vous verrez les tendances dans le cartouche bleu. Une autre que l'on vient de mettre en œuvre sous la direction de Agnès Soubial, avec la direction du numérique éducatif, qui est autour donc de la mise en place de la sobriété numérique à l'école, où là aussi vous avez nos orientations de travail indiquées. Et puis ensuite, AFL 4S, qui était, on finit l'année, à la fin de l'année, là, qui était un financement exceptionnel flash de la région à l'occasion du Covid. Et nous, ce qu'on a essayé de voir lors de la première et deuxième vague du Covid, c'était un petit peu comment finalement les formateurs et les étudiants réinvestissaient des compétences qu'ils avaient appris un petit peu à chaud et à vif, hein, pour essayer de voir les modes de réinvestissement de ces compétences dans des situations un peu plus ordinaires. Ça, c'est la recherche AFL 4S. Là aussi, vous avez le lien, hein, puisqu'on a des carnets de recherche qui nous accompagnent à chaque fois. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Vincent. Je pense qu'on peut se permettre euh, de poser 2 questions maximum à Vincent avant de passer à la personne suivante. Est-ce que vous avez des questions précises sur son travail ou est-ce que tout vous a semblé clair? Cécile a levé la main, oui, Cécile. Bonjour à tous, tout d'abord, et merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Je voulais savoir par rapport au concept du making, enfin, on voit que vous faites du travail d'enquête assez poussé, donc avec, enfin plutôt même poussé tout court. Je voulais savoir, est-ce que vous travaillez aussi sur vos propres pratiques numériques, c'est-à-dire juste dans quelle mesure vous travaillez aussi sur votre façon, enfin, en gros, est-ce que vous auto-analysez vos pratiques numériques et votre nouveau regard sur le document? Alors, non, clairement non. Par contre, que ceci ait nourri effectivement l'approche que l'on a du document, Mhm, oui, énormément. C'est-à-dire, alors notamment, on réinvestit ceci, bien entendu, dans les formations, hein, puisque mhm. essentiellement, moi, les publics que je forme le plus, ce sont c'est le master MEF en documentation. C'est un D'accord. master aussi de pratique ingénierique de la formation. Et Mhm, puis aussi dans des cycles de licence 3, notamment des métiers de la santé. Voilà, où donc j'aurais investi cette notion-là. Euh, non, alors par contre, juste ce que je voulais rajouter, c'est que effectivement, enfin, notre postulat, hein, c'est que clairement, je l'ai dit, mais j'insiste lourdement là-dessus, les méthodologies ou les éléments de définition que l'on a du document, hein, y compris quand le document est devenu un document numérique ou un document natif numérique, etc., ces définitions, elles sont quand même assez secouées, voire contrariées de temps en temps, parce qu'effectivement, il y a toute une matière, encore une fois, hein, qui est en circulation, qui échappe complètement aux grilles de lecture habituelles que l'on a. mhm, Et alors après, ce que je voudrais rajouter aussi de votre question, c'est-à-dire que oui, on travaille beaucoup en immersion, mais mhm. moi, ce sur quoi je combats beaucoup, c'est souvent les débats que j'ai avec des gens des collègues qui sont davantage en sciences dures, entre guillemets, sciences et techniques, etc., c'est que derrière l'immersion, etc., on serait justement une science humaine et une science molle très fluctuante. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dans les grilles d'observation, tout comme les entretiens, on a des items très précis, et ça, à l'occasion, je pourrais en Ben oui. montrer, hein, où on a des marqueurs très précis d'activité que l'on va voir et où on n'hésite pas de toute façon après à faire un retour au groupe d'enquêteurs
en se rendant compte que, par exemple, des marqueurs qu'on avait envisagés n'ont pas été observables, mais par contre, de nouveaux sont arrivés et où on essaie de réajuster aux besoins ceci. Ce qui veut dire que souvent, ce qu'on revendique, c'est qu'on ne délègue pas le terrain, mais on le fait. Ce qui est très, très lourd et chronophage. Oui, Mais voilà, le j'imagine. principe de délégation, on évite de le faire. Là où on délègue, c'est pour les transcriptions, par exemple, etc. Ça, oui. Ou les développements qui vont suivre, mais pas la phase de terrain. La phase de terrain, si j'ose dire, on s'y colle absolument. Par exemple, très, très concrètement, moi, en ce moment, je fais des soirées à Cap Science, où je vais voir notamment alors je dis des papas parce que c'est plutôt des papas, hein, des papas qui accompagnent leurs jeunes ados et qui s'inscrivent le soir à des sessions nocturnes pour apprivoiser les imprimantes 3D, etc. Et ce que j'essaie de regarder avec eux en immersion, c'est notamment les ressources d'autorité qu'ils vont utiliser et comment ils réapproprient finalement les méthodologies que mettent à disposition les makers des Fab Labs pour voir après comment ils se réapproprient ces ressources pour justement après passer à la phase non pas de production mais de prototypage à partir de ce que CapScience a mis à disposition. Voilà. Il y a des formes de réécriture, etc. extrêmement intéressantes, y compris dans l'intergénérationnel, par exemple. Enfin, j'ai des exemples comme ça de papas avec leur enfant, hein, et qui retravaillent des formes d'écrit. Et après, on reste souvent en correspondance avec eux pour après récupérer ces formes de réécriture du document. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Donc, comme Cécile va bientôt nous quitter, je propose que... Non, c'est 10h45, c'est juste Ah, c'est à que... 10h45. Oui, 10h45, parce que j'ai une réunion, mais à l'autre bout de l'Université de La Rochelle, hein, et il faut que je me déplace, donc il faut 15 minutes. D'accord. OK. Alors, qui souhaite prendre la parole maintenant? Euh, Nathalie, peut-être? Je suis arrivée un petit peu en retard, donc je préfère laisser passer un tour encore. Voilà, vous écoutez encore un petit peu. Bon, moi, je D'accord. veux bien, Bonjour à si tout vous le monde. voulez. Oui, oui, vas-y. Alors, je vais partager mon écran. Hop, donc c'est là. Donc, je pense que vous voyez mon écran maintenant, hein. Oui, on le voit, oui, oui. Voilà. Alors, je vais essayer de bien tenir le temps imparti. Donc, je vais vous présenter ma recherche actuelle, qui, alors, à la base, si je puis dire, je suis chercheur en art de la scène de l'ère culturelle hispano-américaine et plus précisément Argentine-Uruguay. Et depuis le début, en fait, je travaille à l'informatisation de cette recherche un peu, enfin pas malgré moi, mais je suis un peu tombée dans cette informatisation de la recherche en sciences humaines sans y avoir vraiment pensé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi rapidement. C'est que, en fait, j'ai fait une thèse de doctorat qui remonte maintenant, parce que je l'ai soutenue en 2007, sur un auteur dramatique et homme de théâtre uruguayen qui s'appelle Carlos Denis Molina, donc né en 1916 et décédé en 1983, qui est un auteur qui est tombé dans l'oubli, qui a eu pourtant son moment de succès dans les années 50. Tout le travail a consisté à valoriser son fonds d'archives qui se trouvait au démarrage en Uruguay et ensuite qui a été transféré en France pour les besoins de la recherche par donc les ayants droit. Et en fait, la question s'est posée de que faire avec ce fonds d'archives pour qu'il puisse être redécouvert et que l'auteur puisse être replacé parmi ses pairs. Et donc, on était à l'époque au démarrage un peu au démarrage de la révolution numérique, et il s'est vite avéré que au lieu de proposer une monographie papier qui aurait peut-être peu
intéresser ou peut, oui, susciter d'attrait, en fait, il s'avérait que le mieux était de passer par une diffusion en ligne de ces archives, puisque les ayants droit étaient d'accord. Donc, le travail a été engagé après la thèse, donc dans les années 2008-2009, et avec une collègue donc de l'université de Poitiers. Alors, nous travaillions à Lille à l'époque. Nous avons tenu une ANR qui s'appelait donc l'ANR Jeunes Chercheurs CHISPA pour valoriser, créer des outils qui permettraient de mettre en valeur ces archives en ligne. Donc, nous avons réalisé tout un travail de traitement de ces archives, de numérisation, de classement, d'indexation et de publication en ligne avec les différents outils dont nous disposions à l'époque. Nous avons aussi, au-delà de la publication en ligne, pensé qu'il pouvait être intéressant de faire remettre en scène deux de ces pièces, donc vraiment dans une idée de valorisation générale du fonds d'archives, mais aussi de voir comment on pouvait suivre le processus de recréation de ces pièces par le numérique en collectant des données, soit nativement numériques, soit en les numérisant, et comment on pouvait les analyser par le numérique. Donc, qu'est-ce qui a vu le jour suite à ce projet? Donc, nous avons mis en ligne les archives de Carlos Denis Molina sur les serveurs d'Humanum et sur les plateformes de visualisation. Donc, je vous ai mis un screenshot de la plateforme qui existe aujourd'hui. Donc, les données sont donc stockées sur Nacala, qui est donc l'entrepôt de données, et publiées sur l'ancien outil qu'offrait Humanum à l'époque, qui s'appelait Nacalona. Maintenant, c'est Nacala Press. Voilà. Donc, la consultation, ce n'est pas une simple consultation en ligne, elle a été pensée pour consulter selon le processus de création des œuvres, donc selon un schéma donc de critique génétique. Donc, pour aller rapidement voilà, dans le temps, puisque bon, voilà, tout ça s'est étalé sur un certain nombre d'années, à l'heure actuelle, je travaille sur la transposition de cette première expérience sur des auteurs néo-aquitains qui, en fait, notamment dans le cadre de deux projets. Donc, il y a eu un premier projet ICANA, donc, qui était porté par l'université de Bordeaux et Poitiers, donc par Philippe Baudor et Fatia Idmand, qui a donné lieu à la création d'une plateforme de mise en valeur d'archives d'auteurs néo-aquitains. Donc, je vous ai mis pareil un screenshot avec cette plateforme qui s'appelle donc ICANA comme le projet, où pour ma part, j'ai rajouté des auteurs contemporains principalement. Donc, vous avez donc Claudie Landy, qui est une metteur en scène de La Rochelle, du collectif L'Horizon. Vous avez aussi Laurence Andréini à Lyon, qui est donc aussi metteur en scène donc de La Rochelle, plus précisément de l'île de Ré, avec sa compagnie Théâtre Amazon. Mais vous avez aussi des auteurs entre guillemets un peu plus connus, tels que Jean Duvigneau, donc un intellectuel et écrivain rochelais, donc et puis aussi Aimé Bonpland, le botaniste. Donc toujours selon le même processus, c'est-à-dire collecte, traitement, numérisation des données, mise en ligne sur, en tout cas pas mise en ligne, mais en tout cas dépôt sur l'entrepôt de données Nacala, et ensuite exposition, cette fois-ci sur une plateforme qui n'est pas celle d'Humanum, même si elle est hébergée sur Humanum, qui est une plateforme dédiée vraiment au corpus néo-aquitain.
Il y a eu donc aussi le suivi du processus de création par le numérique. Donc ça, c'était un autre aspect dont je vous parlais à travers la recréation de ces pièces de théâtre qui étaient, dont les archives étaient dans le fonds Carlos Denis Molina. Donc on a fait un certain nombre d'expériences pour voir comment on pouvait utiliser le numérique pour analyser ce processus de création. Processus de création, je précise pour les arts de la scène, enfin vous le savez sans doute, mais en fait qui n'est jamais terminé parce qu'une représentation, c'est une performance et donc voilà, il n'y a pas de version finale, hein, même si bon, il y a des choses qui sont un peu fixées, c'est toujours différent tous les soirs. Donc on a fait des expériences et qu'on continue à faire avec l'Université de Lille, dont nous sommes toujours partenaires, et notamment la plateforme Equipex Sciences et Culture du visuel. Je vous commente rapidement les photos pour ne pas perdre de temps. Donc vous avez tout en bas un travail qui a été fait en laboratoire avec des élèves de lycée et aussi un groupe d'adultes sur la façon dont les acteurs vont réagir aux consignes données par le metteur en scène. Donc on a annoté leurs réactions pour voilà, ensuite pouvoir définir des profils de réaction et des profils aussi d'acteurs. Un peu plus haut, les deux acteurs que vous voyez, ce sont des acteurs que l'on a équipés de capteurs numériques pour voir, donc pour mesurer leurs mouvements et leurs gestes, pour vérifier une hypothèse qui est donnée par certains théoriciens des arts de la scène, que le lieu influence le jeu de l'acteur, notamment si on joue en lieu non conventionnel. Donc vous connaissez, hein, les lieux non conventionnels, ça peut être soit un musée, soit une friche industrielle. Et effectivement, les données nous ont montré que le lieu avait un impact, donc s'il était plutôt confiné, un mot un peu à la mode, ou s'il était plutôt large, comment s'adapter en fait le corps de l'acteur, aussi par rapport à la distance qu'il a avec le public. Donc des choses qui semblaient assez évidentes, mais qu'on a pu vraiment clairement mesurer. Voilà, donc c'est encore un travail qui est en cours. Il y a d'autres expériences en cours, mais pareil, je ne rentre pas dans les détails. Et puis, en fait, tous ces travaux que nous avons menés nous ont permis en fait de réfléchir à la création d'outils informatiques pour l'étude des arts de la scène, en nous disant que en fait, depuis le démarrage de la révolution numérique, pour ne pas la citer, en fait, on disposait de beaucoup plus de matériel pour analyser les arts de la scène et notamment beaucoup de vidéos, ce qui n'était pas le cas avant, hein, parce que même quand moi j'ai fait ma thèse au début des années 2000, on travaillait surtout sur l'écrit. Ou sur des croquis. Mais maintenant, on a énormément de vidéos. Vous allez à n'importe quel concert, vous filmez ce que vous voyez. Donc, on a énormément de matériel audiovisuel qui nous permettent en fait de travailler sur ce qu'on appelle les aspects performatifs qu'on n'était pas forcément à même de voir. On ne peut pas se dire ce qu'a pu être une représentation je sais pas moi, du Malade imaginaire de Molière à l'époque, parce qu'on a quelques indices, mais évidemment, on n'a pas de captation qui nous permettent de voir ce que ça a été. Donc, à partir de là et de toutes les expériences qu'on a menées, on a donc commencé à travailler sur la création d'un outil d'analyse de vidéos, à partir d'un outil qui existe déjà, qui a été développé par deux collègues de l'Université catholique de Paris, donc Laurent Tessier et Michael Bourgat, pour ne pas les citer. Et nous avons transformer un peu cet outil pour l'adapter à l'analyse de spectacles vivants, de corpus vidéo. Donc pour travailler soit en tant que chercheur, soit aussi avec des groupes d'étudiants. Nous avons les fonctionnalités spécifiques, il y en a plusieurs, mais je vais vous en citer deux. Il y a notamment le mode performance, qui est le mode qui nous permet de visionner la Si vidéo. vous pouvez conclure aussi, parce qu'en fait, ça vient de sonner. Oui. Non, Oui, je suis en train de terminer. En fait, il n'y a plus qu'une slide. Enfin, après, merci pour votre attention. En fait, on a le mode performance qui nous permet en fait de regarder la vidéo sans l'arrêter, ce qui nous remet de façon artificielle dans les conditions réelles du spectacle vivant. On ne peut pas arrêter la vidéo, on ne peut pas arrêter le spectacle, pardon. Et puis, il y a une ontologie du spectacle vivant qui nous permet en fait de catégoriser nos annotations. Et ensuite, quand on les extrait, donc de savoir si on a annoté plutôt sur tel phénomène, c'est-à-dire plutôt donc la mise en scène, plutôt l'interprétation, plutôt sur le déroulement de l'action,
Et puis, il y a toute une série d'émoticônes, vous pouvez voir aussi, pour annoter les émotions, puisque le spectacle vivant nous mobilise émotionnellement très directement et de façon assez immédiate. Donc, voilà, nous les avons rajoutés. Voilà, donc je pense que c'est bon après. Voilà, merci pour votre attention. Merci, Et voilà, merci. j'ai terminé. Merci pour cette présentation. Voilà, donc Je je vais à les nouveau faire partage tout de suite, circuler. hein. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, des réactions, des précisions. Oui, Une petite question. question. Merci Cécile. Est-ce que dans certains cas, vous faites un retour d'analyse finalement chez les producteurs eux-mêmes des Oui. spectacles d'art vivant? Oui, Ouais, ça se passe. Ouais. merci pour cette question. Oui, en fait, alors tout l'enjeu, c'est de trouver des artistes qui sont d'accord pour travailler avec nous, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il y a évidemment des artistes du spectacle vivant qui sont réfractaires, qui pensent que le spectacle vivant n'a rien à voir avec la vidéo, avec le numérique. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de se mettre en opposition avec eux, mais au contraire de leur dire que ça peut être utile pour faire découvrir leur travail. Et donc, oui, en fait, notamment avec Claudie Landy, nous travaillons en partenariat avec elle, et donc elle a un retour des travaux que nous menons. Et puis aussi, une dernière expérience qu'on a faite, alors quand je dis dernière, ça remonte déjà à 1 an, mais les analyses de résultats sont très longues, hein, parce que les collectes de données sont importantes. Donc, on a travaillé avec Simon Delattre, qui est un metteur en scène parisien, qui est venu représenter une de ses pièces à La Rochelle, à la Coursive, dans la scène nationale. Et donc, on lui a fait un retour de nos analyses tout récemment. Voilà, pour leur montrer en fait comment réagissent les gens, notamment pour comparer ce que eux ont souhaité en fait provoquer chez le spectateur, partager avec eux, et voir si le spectateur a réagi à ce moment-là. Donc voilà, ça peut avoir une incidence sur après leur mode de production. Voilà. Merci. Merci. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. OK, donc on va passer à la présentation suivante. Françoise, tu es prête? Oui, pas de souci. Alors moi, j'ai pas fait de PowerPoint, donc voilà, je ne vais faire que parler et ça va être assez rapide. Assez rapide parce que moi, je suis avant tout dans la didactique et que le numérique, je suis venue dans ce groupe parce que j'y travaille un peu, mais ça n'est pas forcément la priorité de mes axes de recherche. Donc, j'ai deux types de recherches qui sont en lien avec le numérique. D'une part, par rapport aux étudiants de Master FLE, puisque je suis responsable du Master français langue étrangère à l'Université de Pau. Et dans ce cadre, ils ont une unité de formation aux outils numériques assez conséquente. Et donc, on tente de les initier à la conception de cours hybrides pour qu'ils puissent par la suite enseigner sous ce format. Donc, on est plutôt là sur une recherche-action. L'idée étant d'analyser les résultats de leur production suite à la formation qu'ils suivent. Alors, c'est à la fois une formation hybride qui les initie donc à l'hybridation d'un cours, et ensuite, ils sont chargés, eux, de concevoir au moins une unité didactique hybride. Et donc, c'est ce travail-là que nous analysons en détail pour voir s'ils sont capables de réinvestir ce qu'ils ont appris eux-mêmes en cours. Voilà, l'autre aspect c'est de mes travaux, c'est autour de l'Alliance UNITA, qui est donc l'Alliance européenne dont l'IPPA fait partie. Et donc, la spécificité de cette Alliance européenne, c'est que toutes les universités qui en font partie sont des universités de langue romane. Et on a donc on développe dans ce cadre-là la formation à l'intercompréhension. Donc, l'idée de l'intercompréhension, c'est que chacun puisse s'exprimer dans sa langue première tout en étant compris des locuteurs des autres langues romanes. On a donc des formations à l'intercompréhension qui se déroulent de façon hybride, mais donc avec toute une partie à distance. Et donc, c'est aussi ces échanges-là que nous analysons. Donc, on a une doctorante qui travaille sur cette question-là, et donc je travaille avec elle
pour voir en quoi les interactions dans le cadre de ces cours hybrides sont efficaces, sur quoi elles sont basées, et est-ce que les stratégies d'intercompréhension que l'on leur enseigne sont réinvesties de façon efficace. L'intérêt aussi, c'est donc que nous avons des locuteurs qui ne parlent pas les mêmes langues, et donc on peut travailler, on tente aussi de développer des observations qui nous permettent de voir quelles sont les stratégies non verbales réinvesties dans ces cours. Voilà, donc dans ce cadre-là, justement, les analyses vidéo dont Cécile vient de parler me paraissent peut-être intéressantes à réinvestir pour voir comment analyser nos corpus de cours en ligne. Voilà, donc moi, c'est vraiment autour des recherches-actions, c'est autour de la didactique avant tout, et voir comment améliorer les conceptions des cours en ligne et aussi les représentations, puisque dans le cadre de l'Alliance UNITA, nous devons former les enseignants, cette fois de l'Université de Pau, pour les inciter eux-mêmes à faire évoluer leur pratique vers ce type de cours, puisque dans le cadre des alliances, de l'Alliance européenne, nous avons à développer des cours hybrides avec une partie de mobilité virtuelle, une partie de mobilité physique. Et donc, il faut inciter les collègues de l'UPPA à transformer leurs cours, ce qui n'est pas forcément chose facile, mais on essaye de voir aussi comment leur représentation peuvent évoluer après cette formation à l'intercompréhension, puisque nos enseignants sont aussi amenés à suivre ces formations à l'intercompréhension. Voilà, rapidement. Moi, j'étais très... Merci François, ça a été très clair. Mais justement, est-ce que les enseignants qui produisent ces cours-là sont très sensibles à la question culturelle, ou est-ce que vous devez un petit peu les pousser pour... parce que je sais que dans ce domaine-là, la culture peut constituer un grand obstacle à l'appropriation des contenus. Alors, pour le moment, côté enseignant, on n'a que des enseignants volontaires. Donc, en général, les enseignants volontaires sont déjà plutôt ouverts à la question. Après, notamment, ça entraîne des discussions en ligne, puisqu'on a des enseignants de toutes les universités de l'Alliance. Actuellement, il y a 6 universités et on va aller à 10 universités à partir de septembre prochain. Donc, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Roumanie et en France. Et c'est vrai que ça entraîne des débats, notamment sur les cultures éducatives entre nos différents pays. Et c'est vrai que ce sont des débats intéressants qui peuvent nous amener à mieux comprendre certains blocages aussi de nos étudiants Erasmus, par exemple, en termes de culture éducative. Bon, après, on est quand même sur des cultures romanes, là aussi, donc qui ont beaucoup de points communs et pas que des problèmes de divergence. Voilà. OK, merci. Je vais me donner la parole à moi-même. En attendant de passer aux autres collègues. Donc, je vais vous présenter très rapidement. C'est vrai que je n'avais pas prévu de PowerPoint, mais quand j'ai vu comment on appelle ça, le fichier envoyé par Vincent et les autres présentations, je me suis dit, bon, je vais faire rapidement quelque chose pendant que vous étiez en train de parler. Donc, soyez un petit peu indulgents par rapport à ma présentation. Donc, je vais la partager. Voilà, donc en gros, moi je travaille, je vais partager mon écran là. Voilà, donc je travaille. Là, vous voyez mon écran ou pas? Je travaille essentiellement sur les questions qui sont liées aux pratiques émergentes des technologies dans le cadre du développement. Donc ça, c'est la thématique qui est également celle de la chaire UNESCO que je dirige. Donc, on essaie de voir de façon pratique comment est-ce que ce qu'on appelle les nouvelles technologies, qui sont parfois des technologies anciennes ailleurs, arrivent notamment en Afrique et principalement en Afrique francophone, subsaharienne,
et comment est-ce que ces technologies sont appropriées, sont utilisées et quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté pour faire accepter ces technologies-là et quelles en sont les conséquences. Donc, ça nous amène aussi à prendre en compte des considérations éthiques. Donc, au départ, j'ai travaillé sur un certain nombre d'objets. Notamment, j'ai commencé par travailler sur la radio rurale, en milieu rural. C'était l'objet de ma thèse. Hein, et j'étais allé voir dans quelle mesure est-ce que la culture pouvait constituer un obstacle à l'appropriation des informations qui étaient diffusées par cette radio rurale. Et ensuite, j'ai fait évoluer cette thématique. J'ai travaillé sur la téléphonie mobile, sur les objets connectés, et maintenant, je m'intéresse de plus en plus je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Donc, en gros, je pars de l'hypothèse que bon, il y a une inadéquation qui existe entre le contexte de production de ces technologies et le contexte d'appropriation de ces technologies, ce qui fait qu'on assiste à une certaine relocalisation, à des réinventions. On essaie de mettre en place des approches frugales en se basant notamment sur le principe du jugade pour essayer de faire en sorte que ça puisse correspondre au contexte d'usage. Et ce qui est intéressant pour nous, donc, c'est de voir un petit peu ces braconnages-là, ces inventions-là, comment est-ce que les gens se débrouillent pour essayer de faire en sorte que ça puisse s'adapter au contexte en question. Donc, je vais m'arrêter. Alors, bizarre, ça n'avance plus chez moi. Voilà, donc ça, je vais m'arrêter sur deux points précis, donc les travaux sur l'intelligence artificielle qu'on développe actuellement au niveau de la chaire UNESCO. Vincent vient de le dire très rapidement, on sort d'un colloque la semaine dernière hein, sur l'intelligence artificielle et l'équité sociale, le colloque qui succède à un autre il y a 2 ans qui portait sur l'intelligence artificielle et l'innovation sociale. Donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce que cette intelligence artificielle qui est devenue un enjeu majeur avec un certain nombre d'engagements, avec l'engagement d'un certain nombre de GAFAM, un certain nombre de superpuissances, et comment est-ce que cette technologie, ça commence à émerger en Afrique et quels sont les problèmes auxquels on est confronté. Donc, en gros, ça demande un regard interdisciplinaire puisqu'on est amené à voir les questions de formation, on est amené à voir les questions éthiques, on est amené à voir les questions de genre. Voilà, donc c'est une problématique assez importante, intéressante, qui nous amène à solliciter un certain nombre d'intervenants voilà, de pays différents, de disciplines différentes, de façon à pouvoir confronter un petit peu les points de vue et faire ressortir voilà, un certain nombre de défis et un certain nombre de perspectives. Donc, ce sujet-là a donné lieu à un certain nombre d'ouvrages que nous avons publiés au niveau de la chaire, également un certain nombre de numéros de revues que nous avons coordonnés sur cette thématique-là. Alors là, la deuxième thématique sur laquelle je travaille actuellement, c'est en fait qu'on appelle l'universalité d'Internet. Donc, l'universalité d'Internet, c'est un sujet phare de l'UNESCO. Donc, il s'agit un petit peu de comprendre la complexité de l'environnement numérique, d'essayer de voir comment est-ce que le numérique est approprié dans les pays africains. Donc, je travaille sur cette problématique avec l'UNESCO comme expert principal en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et donc, je m'appuie sur des indicateurs qui ont été mis en place par l'UNESCO. Il y en a 109 répartis en 5 catégories, 25 thèmes. Donc, en gros, 124 questions auxquelles je dois à chaque fois répondre. Et donc, il y a aussi des indicateurs transversaux
l'idée, c'est de savoir si l'Internet contribue au développement durable, s'il y a tout a été fait pour qu'on ait un Internet de confiance et de sécurité, si les aspects juridiques et éthiques ont été pris dans les différents pays que j'examine. Donc, c'est un travail que j'ai fait au Niger, au Bénin en 2019, au Niger en 2020. Là, actuellement, je suis en Côte d'Ivoire, dans le pays de Willy Kwadjo, pour effectivement participer à la validation de l'étude sur la Côte d'Ivoire et participer également au Forum ouest-africain sur la gouvernance d'Internet qui a lieu actuellement à Abidjan. Et là, une fois que j'aurai bouclé avec la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, j'ai déjà commencé à travailler sur les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, et ensuite j'embrayerai sur le Burundi, toujours pour continuer ces évaluations-là qui sont sur lesquelles je travaille avec l'UNESCO. Donc, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle le DOAM. Le DOAM, ça veut dire droit, ouverture, accessibilité, participation multi-acteurs. Droit, ça veut dire qu'il faut voir si le cadre juridique existe et s'il est complet. Donc, je dois vérifier s'il y a la loi sur la cybercriminalité dans le pays, s'il y a un code du numérique, je dois vérifier s'il y a une loi sur l'accès à l'information, je dois vérifier s'il y a une loi sur la protection des données, je dois vérifier sur le plan institutionnel si toutes les institutions sont en place, notamment pour assurer la bonne circulation de l'information, pour la diffusion de l'information produite avec des fonds publics. Donc, on a une série de questions au niveau du droit qu'on doit poser, des vérifications également à faire. L'ouverture, on va regarder quelles sont les normes qui sont appliquées, si les normes sont transparentes ou pas, si elles obéissent aux normes internationales, s'il n'y a pas trop de corruption. Donc, on va s'appuyer aussi sur comme on appelle ça, le climat des affaires, hein, en mobilisant un certain nombre d'indicateurs comme le Doing Business. Et ensuite, au niveau de l'accessibilité, là, on va voir si tout a été mis en place pour l'inclusion des femmes, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. On va parler des questions de coût, on va voir s'il y a des points IXP, donc des points d'échange Internet qui existent dans le pays. On va voir comment fonctionne le nom de domaine, ce qu'il y a également comme sécurité qui a été mis en place, combien de serveurs sécurisés dans le pays, voilà, combien de CCLTT. Donc, beaucoup de choses assez techniques qu'on va essayer de vérifier. Et donc, ça, c'est l'accessibilité. Ensuite, il y a la participation multi-acteurs. On va essayer de voir si le pays participe aux forums internationaux, comme celui auquel je participe cette semaine à Abidjan, et voir également si dans chaque pays, il y a des associations qui existent autour de la question du numérique, et si ces associations fonctionnent bien, et si ces associations participent également aux politiques publiques du numérique. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail, on le fait en fait suivant une démarche inclusive. On est obligé d'avoir un conseil consultatif multipartite avec une quarantaine de personnes que je réunis. Généralement, on a une réunion toutes les 2 semaines, une réunion de 3 heures pour discuter d'un certain nombre de thématiques. Il y a des thématiques comme la liberté d'expression, la thématique comme l'empowerment des femmes, des thématiques sur la prise en compte des questions liées au handicap. Voilà, donc il y a, généralement pour chaque pays, il faut compter une quinzaine de réunions de 3 heures pour pouvoir rédiger le rapport et répondre à ces questions. Donc, voilà en gros le travail que je fais avec... voilà, 10 minutes. Voilà en gros le travail que je fais actuellement avec l'UNESCO, mais très rapidement, voilà, donc ce que je regarde en termes de droit, ce que je regarde en termes d'ouverture, ce que je regarde en termes d'accessibilité, voilà, activité de coût équitable, contenu local, capacité, cadre juridique aussi, voilà, participation multi-acteurs et la question transversale qui va concerner l'influence donc du numérique sur le genre, sur la question de la protection des enfants, la question de la conscience de la sécurité, le développement durable, la cybersécurité. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des
questions, des précisions à demander, je peux tout à fait répondre. Oui, moi, c'est vrai que je trouve, enfin, je ne connaissais pas cette approche. Alors, évidemment, ça m'intéresse du côté de l'accessibilité, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, ça veut dire que chaque pays, de fait, a un score, c'est ça, qui qualifie voilà, son respect plus ou moins important de l'ensemble de ces critères ou de certains de ces volets. C'est comme ça. Le but, c'est ça, en fait, d'obtenir un score quantitatif. Non, non, en fait, on ne fait pas de score quantitatif pour ne pas les décourager aussi, ne pas les comparer aux autres. Il y a des questions, 124 questions. À chaque question, on donne une réponse. Il y a des questions où on va être amené quand même à les comparer, à s'appuyer sur des indicateurs quantitatifs comme l'indicateur de cybersécurité, l'indicateur d'affordabilité pour les coûts du mégabit d'Internet. Voilà, il y a des indicateurs comme ça qu'on mobilise, qu'on va mettre là. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse arriver à voir quelles sont les fragilités, les faiblesses, et qu'on en discute ensemble avec le conseil consultatif de 40 personnes, et qu'à la fin, qu'on fasse des recommandations. Et ces recommandations doivent s'adresser au gouvernement, ces recommandations doivent s'adresser à la société civile et aux professionnels. Donc, l'idée, c'est à la fin de faire un rapport qui sera consensuel et qui sera adopté par l'ensemble des parties prenantes. Et ensuite, 2 ans après, on reviendra pour voir si les recommandations ont été mises en place ou pas et pourquoi ces recommandations ne l'ont pas été, si c'est le cas. D'accord. Et en plus, j'imagine qu'il n'y a pas le même niveau d'information ou le même, pour chacun des pays, on n'a pas du tout l'accès au même niveau d'information pour pouvoir aussi renseigner ces indicateurs. Donc, ça rend plus complexe le travail d'évaluation et puis de comparaison, j'imagine. Oui, je pense qu'il y a je crois, un cas, bon, un cinquième quand même des questions, où je marque cet indicateur ne peut pas être traité faute de données, parce que les données n'existent pas. Et quand les données existent, on va davantage les trouver sur les sites de la Banque mondiale ou sur les sites de l'Union internationale des télécommunications que sur place. Mais ce qu'on va trouver, par exemple, sur place, c'est comment est-ce que les gens vont interpréter ces données-là. Parce que les données existent, mais après, on va demander aux 40 personnes comment vous réagissez par rapport à ça. Et donc, c'est là que les choses intéressantes peuvent sortir. C'est vrai qu'on passe très vite sur ces pays-là, mais je crois que c'est une mine d'informations qu'on peut davantage exploiter. Mais là, on est sur des études qui brassent large et on passe vraiment un an pour chaque pays, ce n'est pas vraiment suffisant. Oui, tout à fait. Merci Alain. Merci. Alors, pour gagner, ne pas perdre de temps, on va passer à une autre intervention. Willy, Mélanie ou Nathalie? Je peux enchaîner. Donc, allez. Hop. J'ai préparé rapidement quelque chose en m'inspirant de présentations synthétiques que j'avais déjà faites pour vous montrer un petit peu ce sur quoi je travaille. Donc, en fait, moi, je travaille depuis sur le numérique et les techniques qu'on appelait à la fin des années 90 les nouvelles technologies d'information et de communication et que j'ai peine aujourd'hui à appeler nouvelles. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est au centre de mes recherches depuis, j'ose à peine le dire, mais une trentaine d'années quand même. Voilà, donc je travaille vraiment sur les dispositifs sociotechniques depuis ce temps-là. Et en fait, voilà, donc il y a 3 pôles sur lesquels je travaille et sur lesquels j'ai pu évoluer aussi au cours de mes années de carrière. Donc, la question des usages, qui est quand même une question qui a
qui traverse tout mon parcours usage des dispositifs numériques, donc depuis vraiment, depuis ma thèse, hein, depuis les années 90 et tout début d'Internet jusqu'à aujourd'hui encore. Quand il était question de ma thèse, c'était de voir un peu comment les communautés de scientifiques, selon les disciplines, pouvaient aussi s'emparer de ces nouvelles formes d'accès à l'information que représentait Internet, avec des différences fortes entre les communautés littéraires et puis de sciences dites dures, pour simplifier à outrance. Et puis jusqu'à aujourd'hui où je travaille plutôt sur la question de l'usage du numérique par les publics que je qualifierais de vulnérables, les publics en situation de handicap notamment. Donc c'est vraiment la question des inégalités aussi qui se creusent, et c'est pour ça que ça fait aussi écho à certains points que de la présentation de Alain, donc les inégalités aussi qui peuvent se creuser par rapport aussi à des injonctions quand même au numérique qui sont plus que fortes et qui peuvent elles aussi questionner. Donc ça, c'est un premier pôle. Un deuxième pôle important, c'est tout ce qui concerne ce que j'appellerais des analyses qui portent plutôt sur les artefacts web et en l'occurrence plutôt les sites web, donc des approches vraiment infocommunicationnelles qui sont passées par toute une méthodologie de construction d'une taxonomie réalisée à partir des liens hypertextes présents sur les sites web pour tenter de donner des profils informationnels de sites qui permettent aussi de donner des indications sur des positionnements qui sont aussi des positionnements stratégiques dans la façon dont on veut rendre compte d'un positionnement informationnel, communicationnel, dans la façon dont on veut finalement se situer en faisant émerger certaines dominantes par rapport à d'autres. Et j'ai travaillé beaucoup dans le domaine, sur le domaine académique, sur le domaine des sites web d'universités, puisqu'en fait, les universités sont devenues au fil du temps aussi, des organisations qui sont rentrées dans des formes aussi de concurrence. Le terme de stratégie, qui était quand même un mot un peu incongru pour les universités il y a 20 ans, n'est plus du tout un mot incongru. Il faut une stratégie, il faut une gouvernance, et les sites web institutionnels affichent des éléments extrêmement forts du côté de cette stratégie. Et certains utilisent des approches sémiotiques ou sémiopragmatiques pour montrer justement ces positionnements-là. Et moi, je suis passée plutôt par des approches vraiment de classification lexicale à partir de ce qui était présent sur les pages d'accueil des sites web. Donc ça, c'est toute une méthodologie sur laquelle je travaille depuis un certain nombre d'années, qui m'a conduit à travailler aussi sur les identités numériques organisationnelles, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et enfin, troisième pôle, c'est celui qui concerne les stratégies et les transitions techno-numériques dans les organisations. J'y avais beaucoup travaillé au début des années 2000 en lien avec les intranets qui se développaient dans les entreprises, en lien avec justement l'évolution et la démocratisation d'Internet, et donc ces internets internes aux entreprises. Et cette question des stratégies, je l'ai reprise à mon compte dans ces dernières années, en posant notamment des questions d'alignement stratégique à partir de la question justement des sites web. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aborde à travers un certain nombre de projets. Là aussi, j'y reviendrai, et notamment un projet qui est le projet BEST, qui est un projet porté par l'Université de Bordeaux qui s'intéresse à l'industrie du futur, et dans lequel, évidemment, dans l'industrie du futur, il y a toutes ces questions de projection dans une usine techno-équipée par rapport à laquelle la question de l'humain pose question, et évidemment les stratégies et les transitions sont des éléments clés. Et j'en reparlerai aussi, tel qu'on l'aborde nous du point de vue des sciences humaines et sociales, c'est plutôt du côté des imaginaires, ce qui est une façon de faire aussi un pas de côté par rapport à des questions qui seraient soit purement dédiées aux techniques, ce qui n'est pas mon cœur je dirais, de métier et de compétences, ou purement
purement humain, ce qui n'est pas non plus, je pense, mon cœur de compétence. C'est vraiment étudier finalement cette anthropotechnie du point de vue des imaginaires. Et par rapport à cette question-là, des stratégies et des transitions, il y a aussi toutes les nouvelles formes de gouvernance et de décision qui émergent en lien, bien sûr, avec l'intelligence artificielle, avec l'algorithmie, et puis la question aussi de gouvernance des données. Et il y a aussi un projet sur lequel je travaille actuellement sur ces questions-là. Donc ça, c'est un peu, voilà, tous ces pôles-là qui sont des pôles extrêmement importants et que j'ai travaillé de façon, et que je continue à travailler de façon un peu, je dirais, qui ont leur autonomie. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est, et donc dans cette question-là, ce que je travaille plus particulièrement, ce qui m'intéresse, et j'aimerais bien arriver à une espèce de théorie là-dessus d'ailleurs, c'est la question des écarts, des distances, de toutes les stratégies qui sont mises en place pour aligner des éléments, et en même temps, dès qu'on tente l'alignement, évidemment, le désalignement est au coin de la rue et vient perturber en permanence ces effets d'alignement qui sont souhaités, évidemment, parce que c'est plus performant et efficace de cette façon-là. Et penser aussi la question des médiations comme remède, aussi, notamment du côté des publics en situation de handicap. Alors, je ne sais plus sur quel bouton appuyer. Peut-être que comme ça, c'est mieux. Donc, en fait, ce qui m'intéresse aussi, ça, c'est plus complexe et ça renvoie plutôt à des questions épistémologiques et je ne vais pas m'y attarder dessus parce qu'on n'a pas, on n'a pas le temps, mais c'est vraiment d'essayer de construire quelque chose qui me permette de penser tous ces éléments, ces trois pôles ensemble, les stratégies, les artefacts numériques, technologiques et les usages. Et donc, j'ai réfléchi notamment dans le cadre de mon HDR à construire donc ce modèle-là, stratégie, artefact, usage, en tant que dispositif sociotechnique traversé par des lignes de force, de visibilité, de fuite, traversé bien sûr par des médiations qui sont au cœur quand même des sciences de l'information et de la communication, et sur laquelle il va y avoir vont se poser ces questions de distance permanente. Enfin, c'est toujours une question de distance pour moi, et une question aussi de regard. C'est-à-dire que selon le point de vue de l'observateur, évidemment, qui est un point de vue central, qui nous ramène presque à la physique quantique, le point de vue d'observateur détermine tout le temps en permanence aussi ce que l'on voit, ce que l'on fait et la façon dont on va agir aussi autour de ces éléments. Donc voilà, bon, mais ça c'est pour la fin pour les 10 ans à venir, pour finir ma carrière en beauté, c'est essayer de penser un peu et de proposer, sans doute à travers un ouvrage sur lequel je commence à penser très très sérieusement, de penser voilà ces sciences de l'information, de la communication et puis ces On a perdu Nathalie ou c'est moi qui suis perdu là? Vous entendez? Non, on l'a perdu. Ah. On l'a perdu. D'accord, ok, très bien. On l'a perdu. Cécile a levé la main? Oui, puisque j'avais une question, j'ai cru qu'elle avait terminé, donc je levais déjà ma petite main jaune. Ok, donc Mais on va l'attendre. On va attendre qu'elle revienne. Je ne sais pas ce qui se passe. Bien, ok, elle est complètement... C'est dommage parce qu'elle était juste presque à la fin. Ah, elle est à nouveau là. Nathalie. On t'a perdu, Nathalie. que vous m'entendez. Oui, Ouais. maintenant, d'accord. Ouais, parce que voilà, et du rhum. C'est le côté fantasque du rhum là, donc c'est la petite farce. Oui. Je reviens vite à ce que je disais pour ne pas perdre de temps. Voilà. Et puis, lecture. Hop. Voilà, donc ce modèle d'identité numérique organisationnelle, parce qu'en fait, je travaille beaucoup sur les organisations
mais aussi sur les individus du coup, à partir avec les publics en situation de handicap, mais je travaille aussi beaucoup sur les contextes organisationnels. Donc, ce modèle d'identité numérique organisationnelle qui se décline en 3 plans, mise en scène de soi, la façon dont l'organisation se montre, donc dans ce qu'elle déploie comme stratégie pour se montrer, la façon dont elle est utilisée par un ensemble par une communauté, par les concurrents, etc. Et puis la façon dont aussi il y a une analyse, une espèce d'analyse permanente des indicateurs, notamment algorithmiques, qui peuvent remonter et qui permettent de quantifier, de regarder, d'observer et de modifier aussi la façon dont on va soi-même se présenter. Donc des plans qui sont en interaction, que je pourrais développer, mais je n'ai pas le temps de le faire ici. Et d'ailleurs, je vais passer très vite là-dessus. Donc, pour en revenir à ma dernière diapo, pour arriver à des éléments un peu plus concrets. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure ce projet BEST, Usine du futur, donc qui est un projet porté par 2 départements, qui est porté par un département en sciences de l'ingénieur de l'Université de Bordeaux, dans le cadre des réseaux de recherche impulsion financés par l'Université de Bordeaux. Donc, c'est vraiment un projet très ingénierie, très sur mécanique, politique, physique. Et puis, on a quand même notre groupe de travail, notre work package sciences humaines et sociales, très pluridisciplinaire. Vincent y participe, par exemple, avec des économistes, des juristes, des ergonomes, etc., sur lequel on essaie de penser l'humain et la façon dont l'humain prend sa place dans cette usine du futur. Également, un autre projet que je pilote avec un collègue informaticien à l'université, financé aussi par l'Université de Bordeaux. Je tiens à remercier l'Université de Bordeaux pour les financements auxquels elle me donne aussi accès, bien que étant à Bordeaux-Montaigne. Et hop, c'est compliqué là. Je pense que j'ai perdu. Vous ne voyez plus mon... On voit plus tard. Voilà, on ne voit plus mon... Ça y est, ça doit Là, être... maintenant. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, gouvernance des données, un projet sur lequel va travailler un postdoc pendant 2 ans sur la gouvernance des données telle qu'elle peut se déployer dans un environnement académique qui est celui de l'Université de Bordeaux, mais dont l'objectif est d'avoir une transférabilité à des environnements académiques similaires, mais c'est aussi la façon dont on peut penser la gouvernance des données ça fait forcément écho à mon projet BEST aussi, sur lesquels les questions de données, de gouvernance d'IA sont extrêmement fortes. J'ai également déposé un projet ANR pour la 2e fois, qui est passé pour la 2e fois en phase 2, qui s'appelle Imagine, qui porte sur les imaginaires des jeunes, sur leur futur. Et c'est un projet qui est à la fois, qui met l'humanité numérique, puisqu'il y a une plateforme participative qui est prévue, qui a une approche anthropologique et qui porte aussi sur une approche artistique. C'est vraiment essayer de capter, alors ça me faisait penser aussi à ce que disait Cécile, hein, essayer de capter les paroles des jeunes, les enregistrer tels qu'ils se voient, tels qu'ils se projettent dans ce futur qui est quand même très, très incertain, que ce soit au plan social, que ce soit au plan personnel, que ce soit au plan technique aussi. Et de pouvoir restituer ces paroles sur une plateforme qui a vocation d'être participative, mais aussi de le retraduire ou de le refaire circuler dans des formes artistiques. Donc, il y a ce projet, voilà, qui, je ne sais pas s'il passera cette fois-ci. S'il ne passe pas, de toute façon, c'est un projet qui me tient à cœur. Cette question des imaginaires, elle me paraît vraiment centrale, que ce soit dans des environnements très techno, comme celui de l'usine du futur, ou par rapport à ce public des jeunes, et je pense qu'il y a vraiment une dimension non seulement sociale, politique, mais quelque chose qui est, je dirais, au cœur de ce que sera, de notre société et de ce qu'elle sera demain. Donc, si ça ne passe pas sur ce projet ANR, eh bien, je le soumettrai sous d'autres formes et dans d'autres lieux. Et puis, la question des publics vulnérables. Alors, en matière de recherche, j'ai beaucoup travaillé là-dessus.
Et puis là, j'ai cette fonction politique en lien avec le handicap à l'Université Bordeaux-Montaigne, ce qui fait que j'aborde plutôt cette question-là, je dirais, du point de vue d'une gouvernance politique, mais c'est quelque chose que je veux vraiment poursuivre, et là aussi qui me tient à cœur dans une approche de recherche. Et c'est vrai que il y a l'ANR, jeune chercheur de Clément Dussarps, sur la persévérance qui me permet d'y retravailler, mais là aussi, je voudrais relancer aussi des dynamiques de recherche qui sans doute aussi trouveraient des échos très intéressants, je pense, sur le terrain africain, parce qu'il y a d'autres problématiques en lien avec justement les problèmes d'alphabétisme, etc., que je trouverais également très, très intéressants. Voilà, je suis désolée, je crois que j'étais un peu longue et je vous prie de m'en excuser. Et désolée aussi pour les soucis techniques qui, eux, sont indépendants de ma volonté. Merci Nathalie. Il y a une main qui était déjà levée depuis très longtemps, donc je laisse la parole à Cécile pour sa Oui, question. merci Nathalie. En fait, j'ai levé ma main quand tu étais partie parce que j'ai cru que tu avais terminé, donc je me suis tout de suite lancée. Et oui, en fait, juste, c'était plutôt par rapport à, en fait, à un terme que tu as employé que du coup, moi, je ne maîtrise pas bien. C'est quand tu parlais de modèle aligné. En fait, je n'étais pas sûre de comprendre, mais plus parce que je ne suis pas de la même discipline, en fait. Donc, je voulais avoir des précisions sur ce terme, en fait. La question de l'alignement, en fait, c'est notamment, alors c'est pas tellement en sciences de l'information et de la communication, mais c'est beaucoup utilisé en gestion ou en productique où on a une stratégie, voilà, on décide des objectifs, ces objectifs on a des objectifs qu'on traduit ensuite en action et puis en objet matériel, concret, etc. Et cette question de l'alignement, on l'avait notamment abordé sur la question des sites web. Je reste très attachée au site web, malgré le poids des réseaux sociaux numériques aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on essayait de mesurer, c'était de voir les écarts qu'il pouvait y avoir entre les discours qui étaient affichés et puis donc la réalité du discours qui était affiché, par exemple, sur un site web. Et on se rendait compte que, par exemple, pour prendre un exemple tout simple, c'est qu'on pouvait avoir un discours politique extrêmement fort sur il est nécessaire de s'ouvrir à l'international et de recruter des étudiants à l'international, et puis d'avoir finalement un site web qui n'était même pas traduit en anglais à minima. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment… Et donc, voilà, cette question de l'alignement stratégique, c'est aligner les actions finalement et les réalisations avec la stratégie énoncée au départ. D'accord. Ouais, merci beaucoup. Ok, merci. Merci Nathalie. Donc, on va écouter maintenant Mélanie. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je suis un petit peu dans la même situation que Françoise. Je suis linguiste, rattachée au département des sciences du langage de l'Université Bordeaux-Montaigne. Et j'accorde une petite part de mes travaux à la dimension numérique, mais ce n'est pas mes travaux principaux. Et je suis rattachée également à l'axe transfert en fait, de Francophonia. De manière générale, je travaille sur… Donc, je suis restée en fait pas sur la dimension très informelle au départ aussi de cette présentation. Donc, j'ai présenté quelques petits exemples simplement sur un diaporama. Donc, soyez indulgents avec nos diaporamas également, s'il vous plaît. Je travaille de manière générale sur l'argumentation, l'expression de l'argumentation, donc que ce soit par la prosodie, c'est vraiment une grosse partie de mes travaux. Donc, comment à travers l'intonation, qu'est-ce qu'on exprime à travers l'intonation au niveau du lexique, notamment pour donner un exemple très rapidement, quand on prononce enfin, soit ça peut être de l'irritation, de la colère, soit ça peut être le sentiment inverse, qui peut être du soulagement, par exemple. Et dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à la façon dont on pouvait intégrer cette dimension prosodique dans les dictionnaires en ligne, qui m'a mené à la dimension lexicographique. Et l'autre façon d'exprimer du point de vue, justement, je m'intéresse à la façon dont on transmet dans les dictionnaires spécialisés. Et donc, je travaille sur les dictionnaires spécialisés. Alors, pour l'instant, j'ai étudié quelques dictionnaires spécialisés en droit et en économie. Et j'ai comparé les dictionnaires imprimés et les dictionnaires en ligne. Donc, c'est là où le versant numérique m'intéressait particulièrement. Donc, j'ai quelques diapos à vous montrer pour voir, en fait, concrètement comment on transmet du point de vue à travers ces dictionnaires, là où on ne devrait pas en trouver. Dès lors qu'on est, ce qui m'intéresse aussi, c'est là, je ne sais pas si vous voyez mon diaporama.
Oui, oui, on le voit. Oui, c'est bon. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait que c'est le côté genre, analyse du genre, c'est qu'on ne devrait pas trouver de point de vue ou d'expression d'opinion dans un ouvrage qu'on appelle dictionnaire, précisément parce qu'on ne remet pas en question les contenus qui se trouvent dans un dictionnaire. C'est vraiment l'inadéquation, ça aurait été dans des éditoriaux, ça ne me poserait pas de problème. C'est vraiment le problème que pose de transmettre du point de vue dans des dictionnaires. Alors, je vais devoir juste masquer la grille, voilà. Donc, sur les dictionnaires, là, quelques exemples vraiment très rapides pour voir un peu de quoi je parle, parce que c'est un peu abscon, je pense. Dans les dictionnaires juridiques, notamment, c'est ce genre de choses que l'on peut trouver. Donc ça, c'est un extrait du Dalloz où on trouve Macron entraîne une profonde reconfiguration de la vie politique. Ben, ça, c'est quand même, on pourrait le lire de manière plus référentielle, où le recouvrement des pensions se heurte trop souvent à des obstacles difficiles à franchir. Donc le trop souvent, là, il y a bien du point de vue. Donc je m'intéresse à la façon dont le point de vue se transmet par l'utilisation de certains mots du lexique, et notamment les adverbes ou les adjectifs qu'on pourrait éviter et on pourrait donner un pourcentage plutôt que de dire du trop souvent. Ça, c'est sur les dictionnaires en ligne. Donc, j'applique aussi le modèle des fonctions du langage de Jacobson que vous connaissez, j'imagine. Donc, notamment la fonction conative ou la fonction emphatique qu'on ne devrait pas forcément trouver dans ce genre d'ouvrage. Je compare donc, à titre de comparaison, dans un autre dictionnaire, on pouvait voir que le fait de représenter président dans un dictionnaire, on n'est pas obligé d'exprimer du point de vue, on peut le faire de manière, avec les définitions qu'on appelle logiques, ça pouvait se faire autrement. Là, ça va mener, donc je vais vous présenter quelques dictionnaires en ligne aussi, le fait d'intégrer, et là aussi la dimension numérique permet de rendre ça, de faciliter cette dimension-là, le fait d'intégrer une bibliographie indicative, comment celle-ci est sélectionnée, est-ce qu'on oriente ou pas vers des travaux, ou est-ce que ce sont vraiment les travaux fondamentaux? Donc ça, évidemment, ça va dépendre aussi des disciplines concernées. Le rapport qu'on a avec les manuels de cours, et c'est notamment pour ça d'ailleurs qu'on m'avait sollicité à l'UB, des collègues de l'UB, pour étudier les dictionnaires de droit administratif, le fait que ça ressemble beaucoup dans certains cas à des manuels de cours. Donc là, on est dans un dictionnaire avec l'étiquette dictionnaire, et on voit que ça ressemble déjà beaucoup plus à une encyclopédie, et que ça se rapproche effectivement de ce qu'on pourrait trouver. Donc c'est la frontière de genre également qui m'intéresse ici. Et là, un petit florilège, je pense que là, c'est assez évident. Voilà ce qu'on trouve dans des dictionnaires juridiques. Le statut ne reprend heureusement pas cette liste d'affectation. Les grèves à répétition à la SNCF ont probablement été à l'origine du dispositif. Donc, d'un point de vue lexical, tout ça, on pourrait l'enlever. Là, la personne exprime bien véritablement son opinion. Pour ce qui est ensuite des dictionnaires numériques, ça c'est la seconde partie, j'en ai étudié 2 pour l'instant, mais ensuite j'envisage d'étendre ça et à d'autres disciplines, avec d'autres canevas qu'on peut trouver en ligne, dont j'en ai étudié 2. Celui-ci, dictionnaire d'économie, donc qui porte ce nom-là, dictionnaire d'économie politique, capitalisme, institution et pouvoir, et dans lequel en fait on voit les auteurs le présentent comme le fait de définir et discuter des concepts clés. Donc la dimension polémique, discussion, controverse apparaît ici, va être transmise directement dans ce type d'ouvrage. Et en fait, on se rend compte que là, c'est la publication des travaux d'un groupe de travail, donc qui se présente sous la forme d'un dictionnaire, et on ne s'attend pas du tout à que ce soit ce genre de choses, encore une fois, sous cette étiquette. Donc là aussi, petit florilège des expressions qu'on peut trouver. Le capitalisme est politique et l'a toujours été, a largement obscurci, de plus en plus profonde, aussi étonnant que cela puisse paraître, pour peu qu'on se donne la peine de chercher. Donc il y a énormément de points de vue. Alors il faudrait réussir à le quantifier, donc peut-être qu'il y aurait des outils pour réussir à quantifier la part de lexique qui exprime du point de vue par rapport à celle qui est plus neutre. Après, c'est un peu le même genre de choses qu'on retrouve. Et je me suis intéressée aussi au canevas imposé là par la dimension numérique, alors notamment sous Kern par exemple, où le fait de devoir rentrer les données dans un canevas bien précis, partagé par tous, alors notamment d'avoir des chapitres, etc., va contraindre aussi la transmission d'informations. On voit les onglets ici, bibliographie, auteur, c'est vraiment la dimension numérique ici qui facilite le fait d'aller voir simplement
qui est l'auteur, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Et c'est quand même quelque part, d'une certaine façon, le fait d'orienter un petit peu la navigation vers les travaux de l'auteur. Alors, toute la dimension volontaire, involontaire également est à prendre en compte aussi. Il n'empêche que c'est quand même une possibilité. Et le second que j'avais étudié, c'était celui-ci, le Dictionnaire des idées, notions en économie, où on retrouvait, alors là, c'était plutôt le manque d'homogénéité, donc le fait d'avoir un canevas, c'est commun, c'est très bien, de pouvoir faire travailler ensemble des personnes qui sont éloignées les unes des autres aussi, mais on se rend compte que les personnes ne communiquent pas du tout entre elles, on leur donne le canevas, et ça produit un dictionnaire au final, mais en fait complètement hétérogène, où certains articles font 3 pages, d'autres en font 25, certains utilisent une structure, d'autres non. La question de la polysémie n'est pas traitée du tout de la même façon, donc il y a aussi ces questions-là qui m'intéressent. Voilà. Et par exemple, on trouve aussi en ligne cette bibliographie qui sont plus faciles d'accès et notamment, je m'intéresse à la façon dont cela peut être reçu par des étudiants de première année qui n'ont pas forcément l'esprit critique par rapport à ces données, qui eux vont aller consulter des dictionnaires de leur discipline sans remettre en question les points de vue qui sont exprimés dedans. Comment ça s'est reçu? Donc là aussi, l'impact, mesurer l'impact de cette transmission d'opinion auprès des étudiants est quelque chose qui serait très intéressant, qui est quand même assez difficile à faire aussi. Voilà, bon, on retrouvait dans ce second dictionnaire en ligne la même expression d'opinion ou de point de vue. Hélas, pour les investisseurs, bon, je pense que ça aurait pu être retiré. Et enfin, voilà, je me suis intéressée finalement à quelles étaient les spécificités de la forme numérique par rapport au dictionnaire imprimé, et puis ce que ça apportait en plus, comment ça facilitait la transmission de l'opinion. Et enfin, donc je vais arrêter le passage. Le dernier projet qui m'intéresse, donc de manière générale sur mes travaux, c'est que je suis en train, difficilement, je ne vous le cache pas, d'essayer depuis septembre de monter avec quelques collègues un groupe de travail sur la caractérisation linguistique du harcèlement. Comment est-ce qu'on pourrait, donc là le but c'est d'avoir une recherche-action, de travailler avec la justice. Comment, à partir d'échanges authentiques, comment est-ce qu'on pourrait apporter des outils, des preuves, de caractériser linguistiquement ce qu'est le harcèlement, donc que ce soit avec les propos injurieux, insultants, est-ce qu'il y a des constructions syntaxiques particulières, etc. Ce qui m'a amené d'ailleurs à échanger avec plusieurs personnes du MICA, notamment Marlène Dulaurence et puis Aurélie Laborde, qui va travailler un petit peu là-dessus. Sachant que je me retrouve confrontée évidemment à la question de la confidentialité des données. Donc ça, c'est le dernier versant de mes travaux qui m'intéresse, que j'essaie un petit peu laborieusement pour l'instant de mettre en place. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je peux répondre à une ou deux questions s'il y en a et si on a le temps. Merci beaucoup. Je laisse les collègues poser leurs questions, s'il y en a. Quelqu'un souhaite-t-il réagir? Très rapidement, en fait, la question de le premier point que vous avez évoqué sur l'intonation m'a fait penser à un certain nombre de travaux qui, à l'époque, étaient réalisés par Michel Marcossia, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, qui montrait qu'il y avait beaucoup de différences entre... il y avait des difficultés qui étaient liées au fait que les questions d'intonation n'étaient pas prises en compte sur le net et que sur les chats, par exemple, où il a étudié notamment les forums où les Français se retrouvaient avec les Algériens. Et il y avait parfois des petites tensions qui naissaient tout simplement parce que ces questions-là ne pouvaient pas être... voilà, l'intonation parfois fait référence aussi au code de politesse. Et donc, ce sont des codes qu'on ne pouvait pas facilement transposer sur le net. Je ne sais pas si cet aspect-là vous intéresse aussi, mais voilà, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à tirer là-dessus. Tout à fait. En fait, il y a notamment dans les échanges de mails, il y a des confusions précisément puisque l'intonation n'apparaît pas. Et donc là, il y a des personnes qui travaillent sur le fait d'essayer de retransmettre cette intonation à travers à travers les emojis ou les émoticônes, par exemple. Donc globalement, c'est soit par la ponctuation, soit par les emojis. Donc il y a certaines personnes qui travaillent spécifiquement, notamment sur les réseaux sociaux, sur l'expression des émotions par les emojis. Mais effectivement, et c'est là on voit bien qu'il manque une partie de l'information, effectivement, quand on est à l'écrit. Oui, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les langues à temps,
qui existent notamment en Afrique, hein, notamment les langues, c'est les Haut-Tantou, qui parlent de façon gutturale. Et donc, du coup, on avait du mal, en fait, à faire passer, enfin, à utiliser leur temps sur Internet parce qu'en fait, le protocole IPv4 ne le permettait pas. Et on espérait qu'avec IPv6, cela soit le cas, mais je ne pense pas. Et du coup, on a été obligé de mettre en place des claviers virtuels pour pouvoir en fait reprendre les temps des Haut-Tantou sur Internet. Bah, tout à fait. Et ça manque, et notamment pour les apprenants du français langue étrangère. Si on pouvait avoir un dictionnaire enfin exprimé avec la prosodie de la colère et un autre avec la prosodie du soulagement, par exemple, ça pourrait aider. Et ça, on trouve pas. On trouve une expression, enfin on peut cliquer, avoir la dimension sonore de la production sonore de enfin, on va avoir enfin, mais c'est tout. On va pas avoir ensuite décliné. Alors que ça, le numérique le permet depuis longtemps. Et ça n'apparaît pas. Donc, il y a un lien aussi qu'on pourrait faire avec le FLE, notamment de ce côté-là. Et donc, pour ce qui est la question des temps, je pense que c'est encore plus difficile, effectivement. Ok, merci. Je pense qu'on va terminer par notre nouveau docteur. Willy, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, je sais. Tu peux présenter tes travaux? Oui, je vais présenter, mais par contre, malheureusement, je ne pourrais pas projeter quelque chose. D'accord, ça ira. Bon, voilà, Très rapidement, comme ça, de façon informelle. D'accord. Alors, comme vous le constatez, moi, je suis doctorant. Je suis en troisième année en sciences de l'information et de la communication au MICA à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et je suis de l'axe E3D. Donc, mes travaux de thèse portent sur les logiques d'usage et d'appropriation des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Je propose un prototype opérationnel pour le compte de l'Université virtuelle de la Côte d'Ivoire. Et je travaille sous la direction du professeur Mokhtar Benalla, qui était là tout à l'heure, mais apparemment qui doit être dans les transports. Je pense qu'il a laissé un petit mot. Voilà. Donc, les thèmes donc, de ma recherche portent principalement sur les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, également les logiques d'usage et d'appropriation des dispositifs numériques, les logiques de détournement des outils numériques, les environnements numériques de travail, la question aussi de la formation ouverte à distance et de la médiation des connaissances. Donc, dans mon sujet de thèse, mon constat de départ a été le suivant. Alors, l'Afrique en général, hein, et en particulier la Côte d'Ivoire, on connaît ces dernières années une forte dynamique d'intégration des technologies numériques, aussi bien voilà, on va dire pratiquement dans tous les secteurs donc, de la vie en Afrique. Donc, cependant, j'ai observé, disons, nous avons observé des inégalités, des insuffisances quand il s'agit principalement des logiques d'usage et d'appropriation des technologies numériques, notamment à des fins pédagogiques. Là, je me réfère donc des travaux que j'ai effectués quand j'étais encore en master, puisque c'est la continuité donc, de mon sujet de master voilà, qui est l'objet de ma thèse. Et aussi, je me réfère donc aux précédents travaux qui ont été effectués par mes prédécesseurs, disons par des chercheurs tels que Bougui, tels que Karsenti, Thierry, Miabi, et même aussi par le professeur Kiyendou qui a travaillé aussi sur la question du numérique en Afrique. Alors, ma question de départ est la suivante. Quelles sont les logiques d'usage et d'appropriation des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement supérieur ivoirien? À cette question principale, donc, il y a également d'autres questions secondaires. Par exemple, comment s'est fait le processus d'intégration des technologies de l'information et de la communication de l'enseignement supérieur ivoirien? Quelles sont les nouvelles représentations et pratiques développées depuis l'intégration des technologies numériques en contexte universitaire? En quoi la mise en place, par exemple, d'un environnement numérique de travail faciliterait-elle la collaboration entre les différents acteurs du système? Et dans quel cadre un dispositif intégratif pourrait-elle servir de modèle dans la dynamique de transformation technologique et pédagogique des universités ivoiriennes? Autrement dit, comment adapter le modèle actuel des universités ivoiriennes à un modèle beaucoup plus intégrateur en se basant sur celui de l'Université virtuelle du Côte d'Ivoire? Et
à l'heure actuelle, existe-t-il une adéquation entre les efforts consentis et les effets ressentis de l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire? Et là, au nombre donc au-delà donc de ces questions, vient également donc des objectifs que je poursuis dans ma thèse. Et j'essaie principalement d'évaluer le niveau d'intégration et d'appropriation des outils numériques à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, j'ai émis également donc, j'ai émis des objectifs à atteindre. Par exemple, analyser la politique d'intégration des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement en partant des différents programmes qui ont été mis en place et qui ont conduit par la suite à la création de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en 2015. Et j'essaie aussi de mesurer le niveau d'appropriation des technologies éducatives en Côte d'Ivoire. J'identifie les acquis et les besoins du système d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, en l'occurrence en ce qui concerne les obstacles qui empêchent, par exemple, les enseignants d'intégrer les TIC dans leurs pratiques pédagogiques, les étudiants dans l'acquisition du savoir et le personnel administratif et technique dans la gestion de leur mission. Et j'essaie également de connaître la place qu'occupe la communication pédagogique au sein des dispositifs techno-pédagogiques de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et enfin, je poursuis l'objectif final donc de proposer les grandes lignes d'une scénarisation de formation ouverte et à distance à l'endroit des universités ivoiriennes en partant bien sûr du modèle de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et je pars également d'une hypothèse principale, à savoir que l'intégration des technologies éducatives dans l'enseignement supérieur ivoirien reste confrontée à des défis qui peuvent être, par exemple, d'ordre social, culturel, politique, économique, technologique, pédagogique et infocommunicationnel. Et j'ai également quelques hypothèses secondaires, en l'occurrence l'appropriation des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement supérieur ivoirien nécessite la mise en place d'une bonne politique en amont et en phase avec les attentes et les défis du moment. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire peut servir de modèle aux autres universités ivoiriennes en s'adaptant aux réalités du moment. Le modèle pédagogique de l'université virtuelle n'est pas assez complet et rigide pour favoriser l'enseignement et l'apprentissage en ligne et également pour favoriser les interactions entre les enseignants et apprenants pour garantir le suivi et la surveillance en ligne, par exemple. Et deux dernières hypothèses, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ne signifie pas forcément donc l'innovation et la création de nouveaux modèles d'enseignement ou d'apprentissage. Et le niveau d'intégration actuel des TIC ne garantit pas forcément une appropriation de celles-ci par les différents acteurs du système. Il peut s'avérer, par exemple, que les enseignants demeurent encore attachés à leur méthode traditionnelle d'enseignement. Donc, ça, c'est pêle-mêle des hypothèses que je mets pour l'instant sur lesquelles je travaille. Et donc, comme méthodologie, j'adopte dans une démarche compréhensible. Donc, j'ai adopté donc, une approche mixte en faisant recours aux deux grandes méthodes utilisées en sciences humaines et sociales, à savoir la méthode qualitative et la méthode quantitative. Évidemment, cette approche donc, sous-tend qu'une perspective qualitative donc, est complémentaire à l'approche quantitative pour, n'est-ce pas, pour mieux évaluer et pour mieux décrire les faits sociaux et techniques en ce qui concerne les pratiques, les usages et les dispositifs mis en place. Donc, la première méthode a consisté, par exemple, de faire une revue de la littérature pour délimiter en gros mon sujet qui porte sur les TIC en contexte d'enseignement, et puis de disposer d'un cas théorique suffisant comme fondement scientifique donc, de l'intégration des TIC en enseignement. Et la deuxième méthode a consisté à recourir aux outils empiriques de recherche, notamment l'observation, l'enquête de terrain par questionnaire avec les questions ouvertes et les questions fermées et les entretiens. Donc, les données, à l'issue donc de ces entretiens, seront analysées au regard donc, de ma problématique de départ. Et mon objet de recherche, principalement, donc, concerne les technologies éducatives. Et cet objet, je me suis aperçu que cet objet a été étudié donc, par de nombreuses disciplines, notamment dans les sciences humaines et sociales, telles que les sciences de l'information et de la communication, les sciences de l'éducation, la sociologie des usages,
même les sciences informatiques. Donc, ici, j'envisage donc aborder mon sujet sous l'angle à la fois socio-communicationnel à travers la sociologie des usages, tel qu'abordé par Krish, par Bruno Latour, par Serge Prou et Philippe Breton, ouais, et bien d'autres auteurs, et aussi sous l'angle techno-pédagogique tel qu'abordé principalement par Thierry Karsenty, qui a beaucoup travaillé sur la question en Afrique. Donc, cette posture se justifie du fait que quand on parle de l'intégration des technologies en contexte d'enseignement, il faut l'appréhender, je pense, voilà, il faut l'appréhender en tenant compte du rapport qu'entretient l'homme avec la machine, disons, avec l'objet technique. Et dans cette optique, pour terminer, je m'appuie donc sur des modèles théoriques parmi la panoplie de modèles qui existent. Je m'appuie principalement sur des modèles que j'ai jugés capables donc, de m'aider à éclairer, à faciliter donc, le processus d'intégration des technologies de l'information et de la communication en contexte d'enseignement. Et notamment, je m'appuie sur le modèle TAM, Technology Acceptance Model de Davis, et qui a été développé par la suite par Maurice et par bien d'autres auteurs. Et aussi, je m'appuie sur la sociologie des usages telle que développée par Jouet, par Prou, Desserteau et bien d'autres auteurs. Et également le modèle des 4P, qui est un modèle récent, qui a été développé par Boucher, Hubert et Dinet. Et enfin, je m'appuie sur la théorie donc, de la culture numérique. Voilà en gros ce que je peux dire sur mon sujet de thèse. Je ne sais pas si vous avez des questions, des choses à me dire. Ah. OK, merci beaucoup, Willy. Oui. C'est une grosse thèse, effectivement, beaucoup de questions intéressantes. Merci pour ça. Au revoir, Cécile. Oui, désolée. Merci beaucoup pour les présentations. Et puis, si on peut réorganiser une réunion pour discuter d'un projet conjoint ou peut-être me dire quelles sont les conclusions durant le quart d'heure qui reste. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir, Cécile. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.